Salut les filles! Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode podcast de l'école des directrices de crèche, je vais vous parler recrutement et vous transmettre tous les conseils pour réaliser un recrutement efficace. On le néglige souvent, on garde une trame toujours identique pour tous les entretiens d'embauche où on le perçoit comme une simple formalité alors que le recrutement, en fait, c'est vraiment les fondations et du futur travail d'équipe et de tes facilités ou difficultés à accompagner plus tard une professionnelle qui deviendra ta collaboratrice ou ton collaborateur. Alors, on commence avec l'offre d'emploi. Donc, tu connais certainement toutes les plateformes d'offre d'emploi, France Travail, Indeed. Mais l'idée, c'est vraiment de penser à multiplier les sites parce que chaque candidate a ses préférences et ses habitudes aussi pour consulter les offres d'emploi. Donc on peut penser par exemple aux pages Facebook spécialisées, à LinkedIn aussi qui devient de plus en plus incontournable et aux sites spécialisés comme Crèche Emploi par exemple. Plus tu vas multiplier les publications de ton offre d'emploi et plus tu auras de candidates. Donc finalement, plus tu auras le choix et ton recrutement sera vraiment un recrutement éclairé et non pas par dépit parce que tu n'as reçu que 3 ou 4 candidatures. De toute façon, l'annonce est la même, tu fais un copier-coller, donc ça ne te prend pas beaucoup plus de temps. Et sincèrement, ça peut tout changer. Alors, qu'est-ce qu'on met dans l'annonce ? Déjà, l'idée, c'est de présenter rapidement ta crèche. C'est-à-dire combien il y a d'enfants, combien il y a de sections, comment les sections sont réparties, est-ce que les sections sont par groupe d'âge ou en interâge, dans quelle section la candidate prendra son poste, si le poste est un CDI ou un CDD, le nombre d'heures de travail hebdomadaire et surtout la plage horaire maximale de travail, pas les horaires d'ouverture. Parce que en fait, quand on postule quelque part, on s'en fiche de savoir que la crèche elle est ouverte de 8h30 à 19h par exemple, si en réalité tes horaires de travail ça va être plus de 8h à 19h, parce qu'il faut compter l'installation ou le ménage ou quoi que ce soit. Donc indique vraiment l'amplitude horaire maximale de travail plus que les horaires d'ouverture. Et pense aussi à indiquer si les heures supplémentaires sont payées, parce que c'est un levier de motivation supplémentaire pour les candidates, donc c'est toujours bien de le préciser. Une fois que tu as présenté le poste sur ton offre d'emploi, aborde les points essentiels du projet éducatif ou du fonctionnement de ta crèche. Par exemple, si c'est une crèche qui est écolabellisée, c'est mieux de le préciser pour éviter de te retrouver avec une professionnelle qui va contester dans 3 mois tous les protocoles d'hygiène ou qui va en permanence remettre en question l'efficacité des produits naturels que vous utilisez dans ta structure, etc. Pareil, si ta crèche est dans une zone industrielle et que du coup les enfants ne font pas de sortie parce qu'il n'y a pas de parc à proximité et qu'il y a entre guillemets rien à faire autour, il faut que tu trouves une tournure de phrase pour préciser la localisation. Par exemple, tu peux dire crèche située en zone industrielle, facile d'accès avec place de parking réservée ou pas réservée. Mais en tout cas, c'est vraiment important de le préciser parce que chaque professionnel a une identité propre et va rechercher des critères qui lui ressemblent. L'idée, c'est d'attirer des profils qui vont être compatibles avec ton fonctionnement. Pareil, si tu accueilles par exemple des enfants porteurs de handicap, précise dans l'annonce quel type de handicap, combien d'enfants sont concernés, etc. Alors, on va parler du ton de l'annonce, parce que les mots c'est bien, mais le ton, je te le dis tout le temps, communication non verbale, 80% des informations que ton interlocuteur va retenir. Alors, la grande mode en ce moment, et c'est pas que dans les crèches d'ailleurs, c'est vraiment, ça se généralise. On est dans un mood de bien-être au travail et du coup, les offres d'emploi, elles ressemblent plus à des invitations pour un goûter d'anniversaire que réellement pour recruter un professionnel qui est censé être efficace et performant. Par exemple, on peut voir des offres d'emploi super équipe motivée, dynamique, pleine de projets, recherche sa future EJE, AP, CAP. Alors, c'est pas que je te déconseille clairement d'utiliser cette stratégie, mais je te le conseille pas non plus. Pourquoi ? Je vais te donner un exemple tout simple. Si demain, tu viens me demander des informations sur mes accompagnements et que je te dis « c'est les meilleurs que tu peux trouver, je suis hyper qualifiée, je suis super pédagogue et en plus, je suis dynamique et à l'écoute. » Qu'est-ce que tu te dirais ? Tu te dirais que je suis pas objective, tu te dirais que c'est un peu trop beau pour être vrai et sincèrement, tu aurais raison. Donc ton cerveau, il va chercher la faille parce qu'il n'y a rien qui est si parfait. Et quelqu'un qui a autant besoin de mettre en avant ses qualités, c'est louche. Donc
Comme on dit, c'est ceux qui en disent le plus qui en font le moins. Et toi-même, tu peux observer la véracité de cette expression populaire dans ton équipe ou dans ton entourage. Les super professionnels, hyper investis, qui fournissent un vrai travail de qualité, en général, c'est celles que tu entends le moins se vanter, contrairement à d'autres professionnels qui sont moins performantes, sur lesquels il y aurait vraiment des axes d'amélioration à travailler. Elles peuvent très facilement se mettre en avant. Donc l'idée, c'est de rester modéré dans ton offre d'emploi. De toute façon, les candidates, elles sont pas dupes. Et dans toutes les crèches, il y a des inconvénients et des contraintes. L'idée, c'est vraiment plutôt de les préparer à quelque chose qui va se rapprocher de la réalité, plutôt que de leur vendre du rêve qui va amener de la déception. Alors, une fois que tu as diffusé ton offre d'emploi, tu vas commencer à recevoir tes candidatures. Donc, la deuxième étape, ça va être la présélection. Tu vas trier les candidatures que tu as reçues par rapport à tes exigences de diplôme et d'expérience réglementaires, ou celles que toi, tu as décidées, en tous les cas, donc qui sont au-dessus des réglementaires, du coup. Enfin, au-dessus. T'as compris, les conditions réglementaires sont obligatoires, mais toi, tu peux avoir des exigences supérieures. Donc, pour les candidatures qui ne respectent pas les conditions qui étaient bien mentionnées dans l'annonce, par exemple la condition de diplôme, la condition d'expérience, rédige un mail type et tu leur envoies. C'est important, en fait, de les éduquer, entre guillemets, à respecter les critères de présélection et bien leur faire remarquer qu'elles n'ont pas tenu compte des conditions qui étaient pourtant annoncées. Ça leur permettra une éventuelle remise en question pour éviter de faire perdre du temps aux prochains recruteurs. Par exemple, tu peux dire « Nous n'avons pas retenu votre candidature car comme indiqué dans l'offre d'emploi, tel diplôme est indispensable ou tel nombre d'années d'expérience est indispensable et votre candidature n'est donc pas recevable. » On reste courtoise, polie, mais l'idée c'est quand même de leur faire prendre conscience que c'est pas cool, c'était noté noir sur blanc et dès le début, elles n'ont pas joué le game. Quand tu reçois les candidatures, attention à ne pas bloquer sur des détails qui finalement impacteraient peu la qualité de travail de ta pro. Je te donne un exemple. Si une lettre de motivation contient quelques fautes pour un poste de terrain, c'est pas forcément très important parce qu'elle va pas devoir faire des écrits professionnels toute la journée. Donc à la limite, s'il y a des fautes sur les transmissions, c'est pas ça qui va gêner en fait le travail d'équipe ou la prise en charge des enfants. Par contre, effectivement, si tu recrutes sur un poste d'adjoint, de direction, avec des possibles rédactions de courriers, de mails aux familles, c'est plus gênant. Même si, avec la technologie, des outils maintenant sont disponibles pour régler ce problème. Donc ce serait dommage de passer à côté d'un super profil pour des petites choses, on va dire des petits réflexes qu'on nous a transmis comme ça de l'école, etc. Et qui pourraient finalement te faire passer à côté d'un profil très intéressant pour lequel on pourrait facilement travailler cette difficulté. Donc tu as fait le tri dans tes candidatures, tu as présélectionné un certain nombre de candidatures qui correspondent à tes attentes et à tes exigences. Donc la troisième étape, ça va être de convier les candidates à un entretien. Le mieux, c'est de se réserver une ou plusieurs demi-journées pour le recrutement et du coup de les rassembler plutôt que de les disperser un par un comme ça sur quelques semaines, parce que tu pourras mieux comparer les profils si tu les as bien en tête. Si ça fait pas très longtemps que tu les as vus et que du coup c'est encore frais pour toi, les réponses, leur énergie, etc. Je te conseille vivement de les appeler pour les convier et non pas de passer par un mail. Pourquoi ? Parce que déjà, tu auras un premier contact avec elles pour estimer leur façon de s'exprimer, etc. Et aussi, tu recueilleras des indices. Par exemple, si une candidate te répond avec un air plutôt blasé ou un langage inadapté, à contrario, une candidate qui semble plus joyeuse et avenante, l'idée c'est que une candidate qui répond déjà avec un air blasé ou autre, tu peux très bien différer en disant très bien, je vous remercie pour ces quelques renseignements, je reviens vers vous pour vous transmettre les dates et l'heure d'un éventuel entretien et la rappeler plus tard pour lui dire non écoutez, on n'a pas retenu votre candidature. Ce pré-entretien, on va dire, il est vraiment important et il faut vraiment que tu apprennes à l'utiliser. C'est pas juste pour les convier à un entretien, c'est vraiment pour leur poser aussi les questions qui te sont venues quand tu as eu leur CV ou leur lettre de motivation sous les yeux. Par exemple, si leur lieu d'habitation est très éloigné de la crèche ou si elles sortent tout juste de congé maternité. Donc avant de leur proposer un entretien, vraiment assure-toi
que ces petites particularités soient compatibles avec le profil que tu recherches. Je te donne un exemple d'expérience qui m'est arrivée. Une jeune maman d'un bébé de 3 mois par exemple qui reprend la vie active, elle peut au bout de quelques semaines faire machine arrière parce que laisser son enfant pour s'occuper des autres bébés, c'est trop difficile pour elle. Donc il faut vraiment oser parler de tes craintes, pose des questions ouvertes pour qu'elle puisse s'exprimer plus facilement et qu'elle ne ressente pas du tout de jugement mais vraiment un intérêt. Par exemple, tu peux dire je vois que vous sortez tout juste de congé maternité, félicitations. Comment il s'appelle votre bout de chou ? Eh bien, il s'appelle Bibou. Ah c'est super. Donc c'est vous qui vous en occupez actuellement ou il est gardé ? Ah non, c'est moi qui m'en occupe. D'accord, et comment est-ce que vous avez organisé votre reprise d'emploi ? Qui s'occupera de Bibou ? Comment vous envisagez la reprise en crèche ? C'est pas trop difficile de laisser votre enfant pour vous occuper d'autres bébés ? Voilà, il faut vraiment oser parce que en fait, au-delà des mots et de la réponse de la candidate, c'est vraiment au ton de la voix que tu vas pouvoir percevoir si effectivement ça peut poser problème ou pas. Fais confiance à ton intuition pour aller plus loin ou non dans la procédure de recrutement. Et pareil, c'est pas parce que tu l'as appelée que tu es obligé de la convoquer et de perdre 30 ou 45 minutes et de lui faire perdre 30 ou 45 minutes. Tu peux très bien lui dire « Ok, je vous remercie pour ces quelques informations. Je continue ma démarche de recrutement et je reviens vers vous dans les meilleurs délais. » Voilà, point. Et à toi de voir si tu la convies effectivement à un entretien ou pas. Donc, lorsque l'appel de présélection est concluant, tu donnes rendez-vous à la candidate. Donc, tu lui précises bien qu'en cas d'imprévu ou de changement d'avis, tu es disponible. Plus tu vas la mettre à l'aise pour annuler, moins tu vas devoir gérer les lapins. L'idée, c'est aussi de bien confirmer la date, l'heure, l'adresse de la crèche par écrit, parce que des fois, tu peux les appeler, elles sont en train de faire leurs courses, elles sont en train de... Voilà, elles n'ont pas la tête à ça, donc elles vont répondre, mais finalement, au bout de 5 minutes, elles vont avoir oublié la date ou l'heure ou l'adresse. Donc, tu peux lui envoyer un mail. Donc, soit tu l'as sur le CV, soit tu penses bien à lui demander pendant l'appel de présélection. Donc, un mail dans lequel tu vas lui confirmer le rendez-vous et sur lequel, surtout, elle aura tes coordonnées. Donc, insiste bien pendant cet appel de présélection. Voilà, je vous envoie un mail à la suite de notre appel. Vous retrouverez la confirmation de la date, de l'heure, avec l'adresse précise de la crèche. Et bien sûr, vous aurez mes coordonnées. Donc, si jamais il y a un contretemps ou si jamais vous souhaitez annuler l'entretien, je me tiens disponible. Vous avez mes coordonnées. Voilà, même si elle n'envoie que juste un SMS pour annuler, au moins, toi, ça t'évite de perdre du temps. Parce que plus on va les bloquer à dire, tu t'es engagé, maintenant tu vas venir, moins elles vont oser dire, finalement, je ne viens pas. Et c'est là où, en fait, on arrive à des trucs pas très cool où, en fait, elles préviennent pas et elles viennent pas. Donc, une fois que tout ça c'est fait, voilà, l'entretien arrive. Donc, j'imagine que tu as déjà travaillé sur une trame d'entretien d'embauche avec des questions, etc. Écoute, je te propose de voir un petit peu si ces conseils peuvent t'aider à l'optimiser ou en tout cas l'approfondir. L'idée, c'est qu'on ne peut pas avoir une seule trame d'entretien d'embauche parce qu'on ne recrute pas toujours les mêmes profils. Donc, avant même de te poser les questions de qu'est-ce que je vais lui demander, c'est déjà qu'est-ce que toi, tu recherches. Quels sont, par exemple, tes 3 critères principaux et importants qui feraient que tu serais plus encline à recruter un type de professionnel, ou un profil de professionnel, plutôt qu'une autre. Par exemple, si tu souhaites embaucher quelqu'un qui est très tourné sur l'accueil des enfants, les projets, la créativité, tes questions, elles ne seront pas les mêmes que si tu souhaites prioritairement embaucher quelqu'un qui sera très fiable, opérationnel pour remplacer ses collègues en cas d'arrêt, etc. Pareil, si tu souhaites embaucher quelqu'un qui a des compétences très techniques, par exemple une infirmière, tu auras besoin d'être très au clair sur les protocoles, leur application. Donc, tes questions, forcément, elles vont être orientées en ce sens. Le fait de noter, en fait, tes 3 priorités pour le profil que tu recherches, ça va vraiment te permettre de dégager les questions qui, à la fin de l'entretien, te donneront une vraie réponse. C'est pas « je l'aime bien, je ressens un bon feeling ». Non, on reste sur de l'objectif, du concret. Et du coup, tu pourras vraiment mettre en parallèle les critères que tu recherches par rapport aux réponses aux questions précises que toi, tu as pu lui poser.
Alors évidemment, aucun professionnel n'est parfait sur tous les points et c'est pas du tout ce qu'on leur demande. C'est aussi ton rôle de directrice de l'accompagner sur ce qui est à améliorer. Mais voilà, l'idée c'est que sur en tout cas tes priorités, tu te sentes sécurisé sur le fait qu'elles répondent à tes attentes. Alors, la trame de l'entretien je te fais un point et sur la trame de l'entretien et sur le déroulement de l'entretien. Donc ta candidate arrive, tu vas la saluer, bonjour, vous allez bien, une petite phrase pour briser la glace, ça va, vous allez trouver facilement, etc. Alors, c'est pas que de la courtoisie, c'est aussi que plus ta candidate, elle se sentira à l'aise avec toi et plus elle répondra de façon authentique et sincère à tes questions et c'est exactement ce qu'on cherche. Donc tout au départ, voilà, vous vous êtes installés au bureau, ça y est, chacune est assise. La première partie, ça va être ta présentation rapide. Oui, toi, directrice ou directeur. Alors rapide, juste ton prénom, ton diplôme, depuis combien de temps tu es dans cette crèche par exemple, ou depuis combien de temps tu as ouvert ta structure. Si tu as des expériences dans d'autres domaines d'activité, tu les mentionnes rapidement. Je sais que les gestionnaires qui ne sont pas issus de la petite enfance ont beaucoup de mal avec cette présentation parce qu'elles pensent qu'elles se mettent en défaut tout de suite parce que justement elles ne sont pas EJE, CAP, AP. Mais au contraire en fait, en présentant tes autres expériences, tu peux aussi faire comprendre à ta candidate que tu as des connaissances poussées en management, par exemple si tu étais responsable dans la restauration ou le commerce. Et en plus, tout ce qui est dit, c'est ce que tu assumes. Tout ce que tu caches, c'est ce que tu voudrais pas qu'elle sache, parce que tu n'es pas à l'aise avec ça. Et il y a certains profils qui vont sentir la faille tout de suite et qui peuvent l'utiliser contre toi plus tard. Donc l'idée, c'est d'être au clair. Ensuite, donc, tu présentes à nouveau le poste. Donc, on se rencontre aujourd'hui pour le recrutement du poste d'auxiliaire de puériculture, de CAP petite enfance, en CDI, CDD, à temps plein, temps partiel, qui est à pourvoir à telle date. Le déroulé de son parcours, donc voilà, tu vas l'inviter à se présenter. Voilà. Je vous laisse vous présenter, me présenter votre parcours, etc. Là, tu vas poser des questions par rapport à son parcours, ses expériences. Les questions que j'aime bien poser, par exemple, c'est quelle est l'expérience qui ressort le plus positivement pour vous dans votre parcours, pourquoi ? Et quelle est l'expérience qui ressort la plus négativement dans votre parcours et pourquoi ? L'intérêt de cette question, en fait, c'est de pouvoir estimer la prise de recul de la professionnelle par rapport à son parcours. On a toutes eu des expériences très positives et des expériences très négatives. Quelqu'un qui arrive en entretien et qui dit « tout était génial, tout le monde m'a adoré, je me suis entendue avec tout le monde », déjà c'est louche. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir estimer son authenticité en fait à répondre à tes questions et puis surtout le recul qu'elle peut avoir sur ses difficultés parce qu'on a toutes pu avoir des expériences difficiles. L'idée c'est plutôt comment tu les as utilisées et qu'est-ce que tu en as retenu pour avancer. Donc voilà, une fois que vous avez interagi un petit peu sur le parcours, sur son parcours et que tu as eu les réponses à toutes tes questions, c'est là où tu vas maintenant aborder les questions plus techniques et c'est là que tes 3 objectifs doivent ressortir à travers tes questions. Par exemple, si tu recrutes une infirmière et que tu cherches un profil qui est pointu sur les protocoles, tes questions, elles doivent être pointues sur les protocoles aussi. Par exemple, est-ce que vous connaissez le protocole de sécurité alimentaire pour la préparation du biberon ? Est-ce que vous pouvez m'en décrire les étapes ? Ou alors, est-ce que vous connaissez le protocole de soins concernant un enfant qui présente un érythème fessier ? Quelles en sont les étapes ? C'est très important de pouvoir la confronter à du réel. Pareil, si tu recherches un profil avant tout fiable et disponible, tu peux lui demander comment vous réagissez si je vous appelle à 6h du matin pour remplacer votre collègue d'ouverture qui est malade. Comment vous réagissez ou comment vous organisez l'accueil de votre enfant ou de vos enfants si vous deviez finir à 15h mais qu'une collègue est absente et que vous terminez à 17h30. Au-delà des mots et de la réponse de la candidate que tu as en face de toi, analyse bien son langage corporel, le ton de sa voix, s'il est hésitant ou pas, si elle paraît surprise, ses mimiques, ses expressions. Parce que ça, c'est ce qui ne pourra pas trahir son sentiment profond, contrairement à ces paroles qui pourront être juste de dire ce que tu as envie d'entendre. Donc c'est vraiment dans l'observation fine plus que dans l'écoute.
Si tu souhaites un profil plus créatif, par exemple, les questions, ça va être quelle activité originale pourriez-vous proposer pour un groupe de 5 enfants entre 18 et 24 mois sur le thème de, les animaux, le chantier, les pays du monde, voilà. Quel projet avez-vous déjà mis en place dans vos anciens postes? Sur quel thème avez-vous travaillé? Sur quel thème aimez-vous travailler, etc. Et puis ensuite, après ces questions vraiment techniques, ce qui est intéressant aussi, c'est de poser des questions sur l'accompagnement des enfants en crèche, mais toujours précises, et notamment sur les situations difficiles. Par exemple, comment accompagner un enfant de tel âge qui refuse de manger depuis plusieurs jours? Qu'est-ce que vous dites aux parents lors des transmissions de cet enfant? Comment est-ce que vous accompagnez 2 enfants qui se disputent un jouet et dont l'un frappe l'autre? Comment accompagnez-vous un enfant qui mord? Un enfant qui refuse d'aller à la sieste? Utilise des situations que tu as vécues, voilà, j'imagine que tu as 1 million d'exemples, ou que tu vis actuellement et qui feront beaucoup plus sens que des situations imaginaires. Voilà, l'idée c'est vraiment de comprendre le positionnement, donc qu'est-ce qu'elle dit comme mot, comment elle agit avec son corps, au-delà de je le rassure, oui mais vous le rassurez, vous lui dites quoi? Je l'accompagne, vous l'accompagnez comment? L'idée c'est vraiment que tu puisses, avec ces réponses, t'imaginer la voir réagir à ces situations-là. Alors, une fois que tu as fait vraiment le tour sur sa pratique professionnelle, etc., tu vas revenir un petit peu sur la crèche et le fonctionnement de la crèche. Tout au début, tu as juste présenté très rapidement toi et le poste. Et là, on va aller un peu plus en profondeur sur la crèche. Donc, notamment les défauts, les spécificités. Donc, par exemple, tu peux présenter l'équipe et leur diplôme. Donc, on a Anna qui est auxiliaire de puériculture, on a Sandra qui est CAP petite enfance, on a une telle. Juste ça, parce que on va pas repartir dans l'idée de présenter quelque chose de génial en disant ouais, on a une super équipe, on a ci, on a ça, et on va y revenir après. L'idée, c'est vraiment d'être factuel. Les spécificités du projet pédagogique, comme on a vu tout à l'heure, c'est aussi le moment de réappuyer dessus. En fait, l'idée de cette dernière partie d'entretien, c'est d'en rajouter sur les inconvénients du poste. Parce que je sais qu'on a un peu l'habitude de vouloir vendre sa crèche pour qu'on ait des profils intéressants. Mais en fait, c'est une stratégie qui ne fonctionne pas très bien. L'idée, nous, sur laquelle on va partir, c'est plutôt de retenir les profils qui sont les plus motivés. Celles qui ont eu un truc avec la structure ou le projet et que quelques inconvénients ne vont pas rebuter. Donc, pourquoi c'est important? Parce que si tu prends 100 candidates au hasard, ou même 100 personnes au hasard, et que tu leur demandes « Qui veut aller à Euro Disney ?» il y a 95% des personnes qui vont se manifester positivement. Au contraire, si tu leur dis « Qui vient faire une séance de sport d'1 heure ?» alors effectivement, tu auras beaucoup moins de personnes intéressées. Par contre, celles qui seront intéressées, ce sera les plus motivées. Et là, l'objectif de l'entretien d'embauche, c'est de trouver une professionnelle pour travailler, pas pour s'amuser. Et c'est bien d'être clair dès le début sur ça, pour elle, éviter les désillusions et les déceptions. Et puis pour toi aussi, pouvoir poser un cadre de travail dès le départ. Et ça commence dès l'entretien. En fait, en clair, il vaut mieux qu'elle découvre par elle-même des points qui sont positivement surprenants, plutôt que tu lui aies décrit une crèche édulcorée, magnifique, magique, qui va forcément la décevoir. Parce que, en fait, la déception, elle trouve toujours sa source dans la surprise. Quand on est prévenu, on n'est pas déçu. Demain, tu prends l'autoroute, tu vas pas pleurer chaque fois que tu te retrouves au péage parce que tu le sais qu'en prenant l'autoroute, tu vas devoir payer à chaque péage. Par contre, si tu prends une route et qu'on t'a pas dit que tu vas t'arrêter 4 fois pour payer 25 €, oui, tu vas être très déçu. Tu vois, et c'est exactement cet effet-là qu'on cherche à éviter. Et c'est pour ça qu'on va plutôt présenter les inconvénients que présenter une crèche idyllique. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas une professionnelle qui va venir sur un coup de cœur, c'est une professionnelle qui va rester. Donc, c'est important de bien prendre ça en compte dans ton recrutement. L'idée pour cette fin d'entretien, c'est tout simplement de dresser la liste des avantages et des inconvénients de ta crèche pour les exposer clairement à ta candidate. Par exemple, en micro-crèche, vous savez, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est par exemple le multi-âge, une équipe restreinte, donc une forte cohésion, des décisions qui sont rapidement mises en place,
une liberté plus grande dans les projets. Mais il y a aussi des inconvénients comme le fait que l'entretien de la structure entière, la gestion du linge revient aux professionnels tour à tour, ou encore le fait qu'il n'y ait pas de volante ni de remplaçante, donc ça demande une réactivité, une cohésion et une disponibilité pour assurer les remplacements. Plus tu vas décrire ta crèche de façon pas très cool, plus tu vas attirer des profils qui sont réellement motivés. Si tu vois que pendant la période d'essai, les promesses de l'entretien, elles ne sont pas tenues, c'est-à-dire que tu as eu une professionnelle qui t'a dit « Ah oui, non mais moi je peux remplacer, moi je suis disponible si ma collègue est malade, etc. » Si elle ne le met pas en pratique, ce sera d'autant plus facilité pour toi d'accompagner cette professionnelle pendant la période d'essai en lui disant je vous avais prévenu à l'entretien qu'il fallait être disponible pour remplacer les collègues malades. Et puis là, sur les 2 fois où on a sollicité votre aide, vous avez refusé 2 fois. Donc tu vois, encore une fois, l'entretien d'embauche, ça pose vraiment les jalons de ton type de management. C'est pour ça que l'idée, c'est pas de partir sur un truc bisounours, parce que sinon, en fait, tu leur envoies le message que chez toi, c'est open bar et elles font ce qu'elles veulent. Non, elles sont là pour travailler et toi, tu recherches des profils qui sont compétents, fiables et qui vont rester. Pendant l'entretien, reste bien maître du temps, donc tu te prévois, 30 à 45 minutes pour un entretien, tu l'indiques dès le début de l'entretien. Par exemple, je vous remercie d'être venu, on se voit aujourd'hui pour le poste de CAP Petite Enfance et j'ai 30 ou 45 minutes à vous accorder pour cet entretien. Comme ça, déjà, elle va savoir qu'elle ne peut pas parler et toi, tu gères vraiment le timing. Pour ça, c'est facile, soit tu laisses ta montre ou ton téléphone sur le bureau pour surveiller l'heure. Et avant l'entretien, pendant que tu prépares ta trame, tu réfléchis bien à comment tu organises le temps, en le notant en fait sur ta trame. Par exemple, présentation directrice 2 minutes, présentation du parcours de la pro 5 à 10 minutes, donc tu lui laisses 10 minutes maxi, questions sur son parcours 10 minutes, tes questions techniques 10 minutes. Et là, en fait, il y a déjà un step qui se passe. C'est-à-dire que si, à la fin de tout ça, donc elle a présenté son parcours, vous avez parlé des questions techniques, tu lui as posé des questions sur son parcours, déjà, si tu sens que la candidate elle ne répond pas à tes attentes, si tu sens que la candidate ne répond pas à tes attentes à ce stade-là, tu peux couper court, ça t'évitera de perdre ton temps et de lui faire perdre le sien aussi. Et si au contraire tu sens qu'il y a un vrai intérêt et de ta part et du sien, tu peux aller plus loin en présentant la crèche. Donc par exemple tu prévois 5 minutes pour visiter la crèche et puis ensuite un retour au bureau pour lui demander si elle a des questions et encore 5 minutes à prévoir pour ça. Quand il reste plus que 5 minutes avant la fin de l'entretien, c'est toujours bien de le préciser. Alors, il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions ? Ça évite en fait à des professionnels qui des fois ont eu l'impression d'avoir loupé leur entretien, de parler pour rajouter du positif sur ce qu'elles ont perçu comme négatif et de te manger 1h30. La visite de la crèche, pour moi, c'est très important parce que le lieu de travail, il est déterminant dans un choix de poste. Soyons clairs, si demain tu visites une crèche qui est lugubre, qui est sombre, qui a très peu de jouets ou qui a des jouets des années 80 tout cassés, c'est des choses qu'elle ne peut pas deviner pendant l'entretien et qui feront échouer ton recrutement, avec de grandes chances en tout cas pour qu'elle quitte son poste très rapidement et que tu doives recommencer tout le recrutement. Et en plus, l'avantage aussi de faire visiter la structure aux candidates pour lesquelles tu as un réel intérêt, c'est d'avoir un premier contact avec l'équipe et pour toi, d'avoir une observation qui est importante. Comment elle se présente à l'équipe ? Est-ce qu'elle est souriante et avenante ? Est-ce qu'au contraire, elle est un peu renfermée ? Troisième point important qui est très utile par rapport à la visite de la crèche, c'est que tu vas pouvoir investir ton équipe dans le recrutement. Alors, l'idée, c'est évidemment pas que ce soit elle qui prenne la décision à ta place, mais en présentant par exemple tes 2 ou 3 profils préférés à la fin de ta procédure de recrutement, tu peux leur donner les points forts, les points moins forts de cette candidate. Et entre 2 profils qui sont pour toi équivalents, autant choisir celle avec qui l'équipe elle a eu le plus de feeling. C'est logique, c'est elles qui vont devoir travailler ensemble. Alors, ça y est, tu as trouvé la candidate idéale, ton équipe a validé ton choix, tu es sûr de toi, donc on va annoncer cette décision. Alors, rien de bien compliqué,
Mais juste un détail à observer, c'est qu'on commence toujours par appeler la candidate qui est sélectionnée. Pourquoi ? Parce que si tu commences par remercier toutes les candidates que tu ne sélectionnes pas et qu'en dernier, tu appelles la pro que tu souhaites embaucher, eh bien, qu'est-ce que tu fais si elle, après réflexion, elle ne souhaite pas travailler dans ta crèche ou elle a été recrutée ailleurs entre-temps ? Tu n'auras plus personne à appeler. Donc l'idée, c'est de toujours commencer par la candidate que tu as sélectionnée et puis aller de façon dégressive, entre guillemets. Par respect pour les candidates qui se sont quand même déplacées jusqu'à toi, je trouve que c'est important de les appeler par téléphone, même si elles ne sont pas retenues, ça reste beaucoup moins informel qu'un mail. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de passer 1 ou 2 minutes à leur expliquer les vraies raisons qui font que tu ne les as pas choisies pour leur permettre d'avancer sur leur recherche d'emploi. Et voilà, il ne te reste plus qu'à organiser la prise de poste de ta future collaboratrice et préparer le terrain pour une intégration réussie avec ton équipe. Pour plus de tips, n'hésite pas à nous rejoindre sur la page Facebook de l'École des directrices de crèche où tu retrouveras pléthore d'articles pour t'aider et te faciliter dans tes missions de directrice ou gestionnaire. À bientôt!